Bienvenue dans Afrique Presse, l'émission débat RFI TV5 Monde. À mes côtés, Stéphanie Hartmann d'Africa numéro 1, Hassan Diop de Radio France Internationale et Louis Magloire Kemayou du Club de l'information africaine. Au sommaire, Khalifa Sall, le maire de Dakar, face à la justice, accusé de détournement, de faux et d'usage de faux. Il est depuis mardi incarcéré à la prison de Rebus. À quelques mois des législatives et à moins de 2 ans de l'élection présidentielle, ses avocats dénoncent une manœuvre politique visant à l'écarter. Pour le pouvoir, cette affaire est le résultat d'un audit conduit depuis 18 mois par l'Inspection générale de l'État. Au Nigeria, après 2 longs mois d'absence, Muhammadu Buhari a regagné Abuja ce matin. Ce retour met fin aux spéculations sur l'état de santé de celui qui préside aux destinées du pays depuis mars 2015. À 4 mois des élections législatives, c'est l'affaire qui défraie la chronique dans la capitale sénégalaise. Khalifa Sall, le maire de Dakar, est aux arrêts depuis mardi soir. La justice lui reproche d'avoir dépensé, sans pouvoir le justifier, 2 milliards de francs CFA, l'équivalent de 2 millions d'euros. Le reportage d'Emmanuel Godard. À la une des journaux, on ne parle que de ça. Tard dans la nuit de mardi, Khalifa Sall a été inculpé et incarcéré. Il a passé sa première nuit à la prison de Rebus. Le maire de Dakar est accusé d'escroquerie, de détournement, d'association de malfaiteurs et de blanchiment de capitaux. 5 de ses collaborateurs ont également été écroués avec lui. Dans les rues de Dakar, chacun a son idée sur cette affaire. La justice doit faire son travail. Si on voit qu'il y a quelques failles quelque part, la justice doit faire son travail. Khalifa Sall, c'est un grand type. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont derrière de lui. Bon, c'est à cause de ça qu'on juste pourront lui éliminer. Mais c'est un projet de politique. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ses avocats rejoignent cette vision des choses. Pour eux, Khalifa Sall est devenu un adversaire politique suffisamment influent pour gêner. Nous avons demandé sa mise en liberté parce que les contestations étaient sérieuses et que tout ce qui était mis dans le dossier, en réalité, ne relevait que d'une cabale et ne tenait pas, ni en fait, ni en droit. Mais le juge a estimé ne pas faire droit à cette demande de liberté, n'est-ce pas, pour contestation sérieuse, et l'a placé sous mandat de dépôt. Il sera probablement candidat à la présidentielle de 2019 face à Macky Sall. Et Khalifa Sall a annoncé une liste distincte de celle de la majorité pour les législatives de juillet prochain. Mais le gouvernement se défend de toute cabale. Tous ceux qui crient à l'acharnement contre le maire de Dakar, en vérité, sont en train de s'acharner sur la justice sénégalaise. Ce qui n'est pas un bon comportement, puisque ça rompt l'idéal et le consensus en matière d'état de droit et de démocratie. Près de 2 milliards de francs CFA auraient disparu des caisses de la ville, selon le procureur. Mais Khalifa Sall se défend en expliquant que cet argent aurait servi à aider les plus démunis. S'il est reconnu coupable, le maire de Dakar risque de 5 à 10 ans de prison ferme. Hassan Diop, la défense de Khalifa Sall crie au complot politique car jamais, du temps de ses prédécesseurs, les dépenses de cette caisse d'avance n'ont été justifiées. Alors, c'est vrai que cette caisse, la mairie de Dakar ne dispose pas de fonds spéciaux comme certains ministères régaliens, etc. Seule la présidence et l'Assemblée nationale. De la République ou l'Assemblée nationale ont droit à ces fonds spéciaux admis, votés par les élus du peuple. Cependant, il existe effectivement ce fonds social, ce fonds d'aide sociale à la discrétion du maire. Et la tradition, jusqu'ici, semble-t-il, c'est que ses prédécesseurs, parfois, puisaient dans cette caisse, achetaient peut-être du riz, du mil, ou utilisaient l'argent à d'autres fins, que sais-je, mais en tout cas sans jamais justifier. Or, Macky Sall, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il s'est engagé à de la transparence. Il a promis que les deniers publics, que l'argent des Sénégalais qui était dépensé devait être justifié. Donc, rien d'étonnant ou de choquant que l'Inspection générale de l'État aille vérifier les comptes de la mairie de Dakar. Alors, et a constaté effectivement qu'il n'y avait pas de justificatif ou qu'il y avait des soupçons de justificatifs fabriqués. Alors, cela étant, je crois qu'il y a un autre aspect
La justice et la procédure, et peut-être le procès déterminera le degré de culpabilité ou non du maire de Dakar. Mais je crois que ce qui provoque la tempête, c'est que le maire de Dakar ait été placé en détention préventive. D'ailleurs, Anne Hidalgo, la maire de Paris, les maires francophones, les maires du Sénégal, l'association, qui est dirigée par le propre frère du chef de l'État, par Macky Sall, disons, s'élève contre cette détention, ce placement en détention, en disant, mais sans se prononcer sur le fond de l'affaire. Oui. Sur le fond de l'affaire. Voilà. Alors, on poursuivra le débat après. Alors, quant à l'argument selon lequel c'est un règlement de politique, c'est pour l'empêcher d'être candidat en 2019, c'est pour lui barrer la route des législatives de juillet prochain, pour l'instant, il n'y a aucune preuve. Personne n'a apporté la preuve que Tanor Dieng, qui dirige le Parti socialiste, dont Khalifa est dissident, ou que Macky Sall a ordonné, je dirais, à un cabinet donné, de dire que voilà, il faut arrêter Khalifa et le coffrer. Mais il reste tout de même, Magloire Kemayou, que l'inspection générale de l'État qui conduit cet audit depuis 18 mois, rend compte au chef de l'État, et c'est le chef de l'État qui décide ou pas d'entamer des poursuites judiciaires. Absolument. Et c'est d'ailleurs pour cela que certains ont demandé qu'elle se désolidarise du chef de l'État pour engager elle-même des poursuites afin qu'il n'y ait plus ce soupçon de collusion entre les intérêts du chef de l'État et ceux des juges. Par ailleurs, il faut quand même rappeler, Khalifa Sall, il n'est pas devenu maire seulement en 2009. Il a été pendant 16 ans maire adjoint de Dakar. Il a été ministre, longtemps ministre du président Abdou Diouf. Donc, il connaît un peu la maison. Et ces fonds, s'ils sont utilisés de cette manière, c'est parce que la solidarité elle-même est très mal organisée. Ce n'est pas à la mairie de remplir ce genre de mission, de venir en aide aux démunis. Il faudrait qu'on arrive à faire un système transparent qui fasse que l'État prenne son rôle à cœur et qu'il le remplisse pleinement. C'est parce qu'il ne le fait pas que la mairie de Dakar le fait. Et ça date depuis 60 ans. Et si on le fait à la mairie de Dakar, pour la bonne gouvernance, savoir que les fonds sont bien utilisés, il faudrait qu'on le fasse sur l'ensemble des mairies. Parce que là, pour l'instant, l'impression... Dans les mairies, il y a des services sociaux. Je pense que le problème, c'est l'utilisation de ces fonds et la justification. Stéphanie Hartmann. Il est clair que Khalifa Sall n'est sûrement pas un enfant de cœur. Cela dit, vous l'avez dit, les fonds jusqu'ici ne devaient pas être justifiés. N'ont jamais été justifiés par ses prédécesseurs. Si le nouveau gouvernement voulait mettre de la transparence dans la gestion de ces fonds, il fallait entamer une réflexion et non pas se servir de Khalifa Sall comme un exemple. Le procès, s'il a lieu, donnera les preuves si nécessaire, parce qu'on rappelle quand même que le rapport de l'IGE n'a pas été déclassifié, donc personne, on entend des gens dire ici et là, effectivement, il y a des preuves, ils ont déclaré, mais le rapport n'a pas été encore déclassifié. Et effectivement, alors on n'a pas de preuve non plus du complot politique, mais cette mise au dépôt... La seule preuve qu'on a aujourd'hui, c'est que le directeur financier de la mairie est passé aux aveux. Oui, j'attends je me méfie parfois de ce que peuvent dire les proches du pouvoir sénégalais, voilà, qui avancent des arguments. Moi, j'attends de voir. Pour l'instant, j'ai pas vu les preuves. Et à quelques semaines, à quelques mois des élections législatives, effectivement, ça fait des indices concordants et sur, non pas peut-être pas le complot, mais l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques. Et ce serait pas la première fois qu'on verrait ça au Sénégal. C'est récurrent depuis. Et en France, Assane Diop. Ce n'est pas l'exclusivité du Sénégal. Bien sûr. Il y a eu un intervenant qui disait dans le document qui a précédé le débat, qui disait qu'il y avait une certaine propension à défier finalement la justice sénégalaise. C'était à l'époque, à propos de l'affaire Karim Wade, on l'a politisé, etc. En France, on a Barthélémy Diaz, pareil. Barthélémy Diaz, qui a tiré quand même, qui a tué quelqu'un, je veux dire, qui a assassiné un membre du PDS, d'ailleurs un partisan d'Abdoulaye Wade. Alors sa condamnation est dénoncée par le même maire de Dakar, en disant que c'est un règlement de compte politique. Alors, que fait-on de la justice dans ce cas-là ?
Voilà. Est-ce qu'il y a une justice? Alors, en France, c'est vrai, François Fillon, il a commencé, lorsque les articles du Canard enchaîné ont commencé à sortir, à parler de misogynie, ensuite d'un complot quasiment... D'un coup d'État constitutionnel, d'un complot quasiment des juges, d'un complot qu'il a mis quasiment sur le dos de François Hollande. Il faut arrêter avec ça. Je veux dire, ce n'est pas... Je crois que les hommes politiques doivent aussi apprendre qu'ils sont soumis au droit commun. C'est-à-dire que ce sont des justiciables comme tout le monde. Mais le mal sera fait. Magloire Kemayou. Et l'autre chose que je pense, c'est qu'il y a quand même une échéance qui arrive dans 2 mois, c'est celle des législatives. Et si on tape très fort sur cette période, c'est qu'on craint peut-être qu'il ait des fonds, qu'il a mis un trésor de guerre, qu'il a capitalisé, qu'il utilisera déjà en juillet pour les législatives et peut-être plus tard pour la présidentielle. Ce qui avait déjà été le cas pour les municipales. Absolument. Et puis pour les locales aussi. Coalition. Et puis derrière ça, il y a une dernière chose aussi, c'est que le financement de nos partis politiques sur le continent africain, c'est pas mieux qu'en France. Hein. C'est-à-dire qu'on a énormément de difficultés à joindre les bouts quand il s'agit de financer les partis. Et donc, c'est pas toujours très clair. Et à un moment ou à un autre, il faudra mettre de la clarté là-dedans. Sinon, ce type d'affaires continueront d'apparaître, de pourrir le débat politique. Stéphanie Hartmann, c'est une affaire qui est très embarrassante tout de même pour le Parti socialiste sénégalais. Ah oui, pour le Parti socialiste. Mais le Parti socialiste est plutôt divisé. Alors c'est vrai que la majorité, Beno Bokkiakar tient encore, les caciques Moustapha Niasse, Tanor sont autour de Macky Sall, mais à la base quand même on rouspète un peu. Il y a beaucoup de socialistes. Alors il y a donc Khalifa Sall qui est entré en dissidence. Il y a Aïssa Tall Sall aussi qui a brigué le secrétariat général aussi. Et donc les partisans socialistes de ces cadres aimeraient bien avoir un candidat aussi en 2019 à la présidentielle. Donc, moi, il me semble que le PS est plutôt divisé aussi sur cette question et fragilisé en tout cas. Oui, mais c'est vrai que le PS a été fragilisé, mais fragilisé par les partisans effectivement de Khalifa, qui est un dissident, parce qu'effectivement, il a des ambitions personnelles, donc il refuse que le Parti socialiste, d'ailleurs qu'il refuse de quitter, soit toujours soutienne la majorité présidentielle, y compris peut-être en 2019, tout comme d'ailleurs le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, avait été contesté par d'éminents membres de son parti, qui sont partis aussi des dissidents, qui ont créé d'autres forces à partir du moment où le président de l'Assemblée nationale avait dit qu'il apporterait également son soutien à Macky Sall donc en 2019. Alors, je crois que pour l'instant, au-delà des appareils politiques, effectivement, ce sera aux électeurs d'en décider. Ce sera aux électeurs d'en décider. Moi, je pense qu'on ne peut pas faire le procès de Tanor Dieng d'être dans la coalition pour la stabilité de son pays ou pour un pari politique ou si le président de la République, si le parti de Macky Sall et ses alliés ont le même programme dans l'intérêt des Sénégalais. Mais je ne vois pas pourquoi il va falloir jouer uniquement le jeu des appareils politiques. Magloire Kemayou. L'alliance a tenu parce que c'était tout contre Wade. Et là, aujourd'hui, Wade est parti. Donc la justification de l'alliance, elle disparaît avec le départ de Wade. Et donc quelque part, le PS devrait arriver à retrouver sa vitalité politique et à retrouver une ligne politique qui lui permette de contester et de jouer son rôle. De Macky Sall, qui vient quand même des libéraux. C'était quand même l'attelage, la carpe et du lapin. On se retrouve dans le paradoxe où quand même aujourd'hui, par exemple, le PDS, le parti d'Abdoulaye Wade, soutient Khalifa Sall. Donc oui, voilà. C'est en lien avec le traitement qui a été fait à Karim Wade. À Karim Wade, oui, en disant simplement que tout ça c'est politisé, tout ça c'est en vue des prochaines échéances, etc., etc. Bon, voilà. Je pense que c'est un moment un peu chaotique que traverse le pays et que les choses vont sans doute rentrer dans l'ordre. Et la première échéance, justement, le premier grand rendez-vous, ce sera au mois de juillet pour les législatives. Magloire Kemayou, que faut-il penser de l'intervention ou du commentaire d'Anne Hidalgo, la présidente des maires francophones? Elle est solidaire du secrétaire général de l'Association internationale des maires francophones. Et il faut préciser également qu'au-delà de ce soutien, il y a aussi le fait que Khalifa Ababacar Sall est président de Cité Gouvernements Locaux Unis d'Afrique. Donc c'est quand même une personne qui a, au-delà de ses mandats, de son mandat de maire au Sénégal, qui a une couverture internationale assez importante, qui l'amène à bouger régulièrement. Donc intouchable. C'est pas qu'il est intouchable, c'est qu'il a des solidarités qui se manifestent aujourd'hui, qui font surface.
À présent, le Nigeria. Parti du Nigeria il y a 2 mois pour un contrôle médical. Mouhamadou Buhari a regagné Abuja ce matin. Ce retour met fin aux rumeurs sur l'état de santé du président, ce qui n'est pas sans rappeler la longue absence de Moussa Yar'Adua. Pour quelles raisons la santé des présidents est-elle un sujet tabou à Assane Diop ? C'est un sujet tabou d'abord parce que, d'ailleurs, là aussi, c'est pas propre à l'Afrique. Pompidou, en France, avait caché sa maladie. Il était traité à la cortisone et on a vu qu'il grossissait. On nous parlait tout le temps de grippe. Concernant Buhari, c'est une otite, mais passé à Londres du 19 janvier à quasiment hier ou aujourd'hui, pour soigner une otite, c'est quand même un peu long. Et puis en arrivant, effectivement, il a tenu une conférence de presse pour dire que l'intérim allait être poursuivi par son vice-président, autrement dit Yemi Osibanjo, qui est un universitaire, un juriste. Voilà, et donc ça veut dire que finalement, on n'en sait toujours pas plus véritablement sur l'état de santé de Buhari. D'ailleurs, l'opposition, la principale force d'opposition nigériane, a relevé ce souci, ce problème, en disant effectivement que les Nigérians ont le droit de savoir. Voilà. Sujet tabou, en Afrique en particulier. Sujet tabou, mais on met l'accent là sur le Nigeria. Si on faisait un tour au Cameroun, on aurait à peu près la même situation. On irait à la différence qu'au Nigeria, l'organisation est précise. Il y a un vice-président qui supplée au chef de l'État en cas d'absence. Oui, au Cameroun, il y a également le président du Sénat qui peut suppléer en cas d'absence. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est dans un cas de figure où, même s'il n'est pas très transparent, il donne des débuts de réponse. Il a demandé 10 jours de congés annuels. Ce sont des congés qui sont inscrits dans la loi. Quand il est parti il a demandé une rallonge quand il devait se faire soigner. Il n'a pas expliqué pour quelle raison. Et c'est peut-être là que le manque de transparence commence à faire jour. Mais je crois que de façon générale, quand on a l'âge de ses artères, il faut tenir compte de cela. Buhari, aujourd'hui, il a 74 ans. C'est un âge où on est quand même plutôt fragile et il ne dirige pas un petit pays. C'est quand même un pays qui est parmi les plus grands d'Afrique en termes de superficie et aussi en termes de population. C'est quand même la 2e plus grande économie d'Afrique après l'Afrique du Sud. Donc les soucis qu'il a, à la fois sur le plan économique et sur le plan militaire, ne sont pas les mêmes que s'il était président d'un pays de moins grande envergure. Stéphanie Hartmann, comme le rappelait Assane Diop, une fois rentré à Abuja, Mouhamadou Buhari a confirmé que son vice-président, Yemi Osibanjo, continuerait à gérer le pays. C'est aussi une indication, effectivement, sur son état de santé. Moi, je voudrais revenir sur l'aspect communication. Comment on gère la communication dans ces cas-là ? Alors, le président Buhari était beaucoup présent sur Twitter, par exemple. Alors, j'imagine que ce n'était pas lui qui tweetait. Il y avait beaucoup de mise en scène, des photos. Alors, les dernières photos n'étaient pas très réjouissantes parce qu'il est plutôt mauvaise mine, même si on peut extrapoler à partir d'une photo. Et ça pose la question aussi, au moment de l'élection, du bulletin de santé et peut-être de la limite d'âge aussi pour être élu président en Afrique ou ailleurs. Je pense qu'au-delà de 75 ans, ça pose question. Alors c'est marrant, les Nigérians n'ont pas été convaincus par la communication sur Twitter. Effectivement, alors là, ils commencent à communiquer en donnant une conférence de presse à son retour parce que ça devient inquiétant. Les Nigérians sont inquiétés. Ils ont déjà communiqué ça avec Yar'Adua en 2010. Et alors ils ont créé un hashtag Bring Back Our President, en écho à Bring Back Our Girls. Et voilà, mais effectivement, après, le Nigeria est un grand pays. Voilà, il y a le vice-président. Ça n'empêche pas le pays de tourner. Je voyais aussi des Nigérians dire tant qu'il n'est pas là, ça se passe bien. Donc c'est la question. Alors c'est vrai aussi que les Nigérians ont déjà vécu malheureusement un drame, le cas Umaru Yar'Adua, qui est décédé. Qui avait succédé Goodluck Jonathan. Voilà, et donc à qui Goodluck Jonathan avait succédé. Yar'Adua qui était un président nordiste, musulman, et ça avait créé, on le sait, on s'en souvient, des tensions parce que Goodluck Jonathan, comme le veut d'ailleurs la Constitution, si le président est du Nord, le vice-président est chrétien. Le vice-président est chrétien. Je ne souhaite absolument pas chrétien du Sud. Oui. Voilà, du Sud. Il faut préciser, oui. Il faut préciser. Évidemment, personne ne veut spéculer sur l'état de santé. D'abord, ce serait indécent de Buhari, mais certains commentateurs, effectivement, y compris au Nigeria,
évoquent tout de même, disent que un président nordiste qui peut-être même, s'il est encore vivant, ne pourra pas poursuivre son mandat, ou en tous les cas, actuellement, ce n'est pas lui qui exerce le pouvoir, c'est son vice-président, donc un sudiste, d'où une certaine frustration des nordistes. Mais est-ce que dans le contexte actuel, je vais me faire l'avocat du diable, mais est-ce que dans le contexte actuel, vu les menaces qui planent sur le Nigeria ou qui tiennent le Nigeria, Boko Haram en l'occurrence, Boko Haram notamment, est-ce qu'il est sain de dire que le chef est faible et qu'il ne peut pas remplir sa mission. C'est une question qu'il faut se poser parce que même en France, on l'a vu. De facto, il ne le fait Mitterrand, pas. De facto, lui-même, en décidant de confier l'intérim à son vice-président, ça veut dire avoue. Quelque part, il avoue. Il avoue, mais est-ce qu'il peut aller plus loin que cela? Parce qu'on a eu des présidents, notamment en France et en Union soviétique avant Gorbatchev, qui ont suffisamment masqué leurs problèmes de santé, même s'ils étaient connus. Mitterrand, on n'a pas beaucoup communiqué là-dessus. Voilà. Et donc, quelque part, c'est aussi le fait de dire que quand on dirige un pays de la dimension du Nigeria, il y a certaines précautions, il y a certains arrangements avec la réalité qu'on peut se permettre, mais il faudrait juste que les institutions soient suffisamment fortes pour que les choses se passent convenablement, y compris dans le pire des cas. Quand on voit le cas de la Côte d'Ivoire où Alassane Ouattara a aujourd'hui institué un poste de vice-président, en plus du Premier ministre, on peut comprendre aussi. Vous pensiez que c'était par mesure de l'organisation, oui. Effectivement, oui, il faut prévoir. C'est ce que rappelait à l'instant Louis avec des institutions fortes. Que vous avez un pays, le chef de l'État n'est pas l'alpha et l'oméga du gouvernement d'un pays. Voilà, il y a une équipe, il y a un gouvernement, il y a des ministres, des conseillers. Donc, quand vous avez des institutions suffisamment fortes, je ne dis pas que ça ne pose pas de problème que le chef de l'État soit malade, mais les institutions sont là pour pallier. Moi, je voulais juste aussi poser la question du tourisme médical. C'est-à-dire qu'on a aussi des chefs d'État qui vont se faire soigner à l'étranger. Et malheureusement, Boiry était l'un de ceux qui voulaient combattre, qui fustigeait les Nigérians qui allaient se faire soigner à l'étranger. Là, il a passé 2 mois à Londres. Il en donne un mauvais exemple. Il a passé 2 mois à Londres. On peut aussi parler du cas de M. Bouteflika, le président algérien, qui ne rate jamais l'occasion de parler de la colonisation, etc., de crimes contre l'humanité, mais quand il est malade, il vient quand même se faire soigner en France. Enfin, il y a des paradoxes comme ça, qui sont d'ailleurs, à mon avis, un peu gênants, d'ailleurs, pour les dirigeants de ces pays. Ça veut dire qu'ils n'ont pas un système médical digne de son nom pour les soigner eux, et encore moins, leurs concitoyens. Donc, c'est à déplorer. Robert Mugabe, qui vient de fêter, comme on le sait, ses 93 ans. Tout de suite après avoir célébré ses 93 ans, est allé à Singapour, je crois, pour un check-up, comme il le fait d'habitude. Voilà. Bon. Faut-il institutionnaliser dans la Constitution le bulletin médical ? On doit l'institutionnaliser, mais par-dessus tout, je pense que ce qui prime, c'est qu'on ait des institutions suffisamment fortes, comme le demandait Obama, au lieu des hommes forts. Parce que les hommes forts, ils périssent à un moment ou à un autre. Mais si les institutions ne sont pas suffisamment souveraines et pérennes, ça pose un vrai problème. Donc, de mon point de vue, c'est plutôt au niveau des institutions aujourd'hui qu'il faut travailler. Et pour revenir sur les questions de déserts médicaux, aujourd'hui, ce n'est pas la priorité pour certains Africains, mais quand vous regardez l'Afrique du Nord, elle a quand même pris une petite avance de ce point de vue. Non seulement elle fait venir les spécialistes qui travaillent sur place, mais elle devient même presque l'endroit où les présidents africains, quand ils sont en difficulté, le président togolais, le père de Faure, allait en Tunisie quand il est décédé pour se faire soigner. Donc aujourd'hui, c'est qu'il faudrait... partait plutôt en Israël. Non, c'était la Tunisie. Ah, c'était la Tunisie. Bon, d'accord. Et donc, il faudrait qu'on arrive à faire en sorte... Le Maroc aussi. Le Maroc aussi. Donc, il faudrait aujourd'hui que l'Afrique arrive à faire ce qu'elle n'arrive pas, ce qu'elle va chercher au Maghreb, ce qu'elle va chercher en Europe, parfois même en Inde ou dans d'autres zones, à Cuba. C'est là où ils vont se faire soigner maintenant. Mais qu'on fasse que cette industrie-là profite à toute la population. Et donc, une meilleure politique de santé. Oui, c'est santé publique, quoi. Voilà. Une vraie politique de santé publique. Ouais. Stéphanie Hartmann, vous vouliez ajouter quelque chose? Je voulais ajouter quelque chose qui ne me vient plus du tout à l'esprit. Mais si, je voulais dire qu'au Bénin, ça existait déjà, le bulletin. Voilà, il y a des pays africains où on publie son bulletin de santé. Au Bénin, les candidats passent une visite médicale avant de pouvoir se présenter à l'élection. Donc voilà,
pourrait être aussi une manière de contrer, d'éviter ce genre de situation. Mais cela dit, encore une fois, moi je pense qu'on ne parviendra jamais à une véritable transparence. Parce que le numéro 1, c'est quand même incarne une certaine forme d'autorité. Et à partir du moment où on le dit malade, surtout dans un environnement tel que l'Afrique, etc., la maladie en soi, c'est signe de faiblesse. C'est-à-dire, donc il voit son autorité quelque part diminuer, entamée. Et ça peut avoir manifestement des conséquences politiques compliquées et qui risquent de compliquer aussi, d'ailleurs, les rapports même autour du chef de l'État. Dans son entourage. Je ne sais pas si vous vous souvenez des sorties, justement, de Mme Bouhari, où elle pointait du doigt un certain nombre de membres de l'équipe de son mari qui, au lieu de gouverner, finalement, jouaient leur propre carte. Alors peut-être qu'à l'aune de la maladie plus ou moins grave, on ne sait pas, peut-être qu'on comprend mieux cette sortie de Mme Bouhari. Pour éviter les guerres de succession avant l'heure. Voilà. C'est la fin d'Afrique Presse. Merci à Hassan Diop de Radio France Internationale, à Stéphanie Hartmann d'Africa numéro 1 et Louis Magloire Kemayou du Club de l'information africaine. Vous pouvez revoir cette émission sur les sites de RFI et de TV5 Monde. Merci de votre fidélité.